Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Notre photo du jour a été prise en 2018. On y voit, en présence de Vladimir Poutine, le président de la FIFA remettre le titre de pays d'accueil de la Coupe du Monde à l'émir du Qatar. Tout sourire d'avoir obtenu l'organisation de la Coupe 2022. La Coupe du Monde organisée en Russie en juin-juillet 2018 a marqué les Français, bien sûr, sacrés champions du monde, mais pas seulement. Elle a également été utile au maître du Kremlin, qui n'a pas lésiné sur les moyens pour donner l'image d'une Russie moderne, normalisée, qui sait recevoir. Vous l'aurez compris, on vous raconte aujourd'hui la triple dimension géopolitique du foot, arme de soft power pour les dirigeants qui profitent des compétitions pour démontrer leur puissance, loisir cathartique des peuples qui, plutôt que de se faire la guerre, s'affrontent dans des stades par joueurs et supporters interposés, et grande scène politique mondiale pour faire passer des messages, comme lorsque les Pussy Riots, ces activistes russes, ont envahi la pelouse du stade moscovite pour demander la libération de prisonniers politiques. Vous allez le voir, le foot, sans doute plus que tout autre sport, est éminemment géopolitique et on va le constater tout de suite avec nos cartes. Tout d'abord, regardez. La planète compte plus d'équipes de foot que d'États reconnus par le droit international. Voici les 193 États qui composent les Nations Unies. Eh bien, la FIFA compte, elle, 211 équipes. Alors, d'où vient cette différence? Voici quelques exemples pour comprendre. Le Royaume-Uni, c'est un seul pays, mais 4 équipes. Angleterre, Pays de Galles, Écosse, Irlande du Nord. De même, la Nouvelle-Calédonie a une équipe indépendante de la France et Hong Kong ne joue pas avec la Chine. Les territoires palestiniens, qui n'ont qu'un siège d'observateur à l'ONU, apparaissent en revanche en tant que Palestine au sein de la FIFA, qui considère cette équipe comme une équipe nationale. Bref, on l'aura compris, une équipe de foot participe de l'identité des peuples. Alors voyons maintenant comment ce sport a conquis la planète. L'histoire commence au Royaume-Uni, dans la seconde moitié du 19e, en pleine révolution industrielle. Et plus précisément, le 26 octobre 1863, dans une taverne de Londres, quand les délégués des clubs de la capitale créent la Football Association et interdisent notamment le jeu à la main. Né dans les public schools aristocratiques pour canaliser la violence des élèves, le foot va gagner les usines et les quartiers populaires de Londres, Manchester, Liverpool ou Glasgow et devenir le sport favori de la classe ouvrière. En 1894, le premier club de foot féminin, le British Ladies Football Club, est créé à Londres. Suivant les marins anglais, le football arrive rapidement en Europe par les ports, du Havre à Istanbul. Étudiants et commerçants emportent aussi un ballon dans leur bagage et très vite, on se met à jouer sur tout le continent, de Paris à Moscou. En 1904, à Paris, les fédérations de 7 pays européens fondent la FIFA, qui se donne pour vocation de développer le football dans le monde. Car le foot a suivi l'expansion commerciale de l'Empire britannique et on y joue notamment en Argentine et en Uruguay, en Afrique du Sud, en Ouganda, en Inde et au Japon. Mais c'est sans conteste l'Amérique latine qui devient vite le deuxième berceau du football. En 1930, l'Uruguay accueille 13 pays participants pour la première Coupe du Monde. Une reconnaissance diplomatique qui permet à ce petit territoire d'exister entre l'Argentine et le Brésil, ses deux puissants voisins. Le Brésil, justement, deviendra, en inventant le beau jeu, une des très grandes patries du football. Quant à l'Argentine, elle donnera bien plus tard au monde Diego Maradona, une des légendes les plus populaires de ce sport. En Europe, la guerre approche et le football devient un enjeu politique avec la montée des régimes totalitaires. En 1934, en effet, la Coupe du Monde organisée et remportée par l'Italie est une grande messe médiatique fasciste et une immense victoire diplomatique pour Mussolini. Pourtant, à la même époque, les stades peuvent aussi être des lieux de résistance. Ainsi, le Spartak de Moscou, club d'un quartier ouvrier de la capitale russe, défie sur le terrain le Dynamo, le club de la police politique de Staline. Ces victoires coûteront 12 années de goulag aux fondateurs du Spartak, les frères Starostin. De plus en plus populaire, le football moderne est au cœur de nouveaux combats.
Ainsi, en mai 1958, le FLN algérien met sur pied une équipe, les 11 de l'indépendance, qui vont porter les couleurs du futur État à travers le monde. Radiés par la FIFA, ses ambassadeurs en crampons, des talents des grands clubs hexagonaux et de l'équipe de France, disputeront 80 matchs internationaux amicaux entre 1958 et l'indépendance de l'Algérie en 1962. L'hymne algérien sera joué à chaque rencontre. Avec la télévision, tout va changer. L'audience du football est décuplée. La retransmission des matchs en direct crée un gigantesque stade planétaire virtuel. Les droits de diffusion, les produits dérivés et le sponsoring des grandes marques multinationales atterrissent dans les caisses de la FIFA, désormais installées à Zurich, en Suisse, et dans celles des clubs. Le foot est devenu un business mondial. Et le produit phare du foot, c'est la Coupe du Monde, bien sûr. L'organisation du mondial, depuis sa création, résume les enjeux diplomatiques et économiques du sport, aujourd'hui le plus regardé au monde. Apanage des grandes nations footballistiques d'Europe et d'Amérique latine, le mondial est sorti de son aire géographique pour conquérir de nouveaux marchés. États-Unis avec la Coupe du Monde 94, Japon, Corée du Sud 2002, Afrique du Sud 2010, Russie 2018, Qatar 2022. Grâce à ces nouvelles audiences, les droits télé sont passés de 1,4 milliard de dollars en 2006 à 3 milliards en 2018. Mais si l'événement rapporte des fortunes à la FIFA, les investissements nécessaires ne sont pas toujours rentables pour le pays organisateur. L'Afrique du Sud, par exemple, se retrouve avec d'immenses stades à moitié vides. Le Qatar, qui, on l'a dit, accueille la Coupe en 2022, n'a pas ce genre de préoccupations financières. Voyons pourquoi. Petit et richissime émirat gazier du Golfe Persique, il mène depuis plus de 10 ans une très active diplomatie du sport et ne compte pas les milliards investis pour sponsoriser le maillot du FC Barcelone et surtout racheter le Paris Saint-Germain, s'offrant des stars, le Brésilien Neymar, le Français Mbappé et l'Argentin Messi. Le mondial, c'est le point d'orgue de cette stratégie de soft power. Elle permet au Qatar de nouer des alliances internationales et de peser face à l'Arabie saoudite, qui de son côté a racheté le club de Newcastle, et aux Émirats arabes unis, propriétaires eux de Manchester City, au moment où Riyad et Abu Dhabi reprochent au Qatar ses liens avec l'Iran et les frères musulmans et lui ont même imposé un blocus de 2017 à janvier 2021. L'exploitation forcée de millions de travailleurs migrants pour construire 8 stades géants et climatisés a néanmoins terni l'image du pays moderne et respectueux des droits humains que voulait donner Doha. Ainsi, selon l'ONG Amnesty International, des milliers de personnes seraient décédées sur les chantiers de la Coupe du Monde au Qatar ces 10 dernières années. On l'aura compris, le foot est devenu un enjeu de soft power pour les États et particulièrement à l'occasion des Coupes du Monde. On voit bien l'importance que cette grand-messe revêt pour le Qatar, qui n'a pas lésiné sur les moyens pour être choisi, avec à la clé de forts soupçons de corruption. Déjà en 2015, 9 dirigeants de la FIFA avaient été inculpés à la suite d'une enquête du FBI. Bref, c'est la face sombre du foot, le foot business, qui se déploie également dans sa folie des grandeurs au moment de ce que l'on appelle le mercato, le grand marché des joueurs professionnels. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Depuis le début des années 90, le coût d'achat des joueurs n'a cessé de grimper de façon exponentielle et atteint aujourd'hui des records. De 2011 à 2020, plus de 41 milliards d'euros ont été dépensés en transferts dans le monde. Le Brésil est de très loin le plus gros pourvoyeur de joueurs, et ce sont les clubs européens, en particulier ceux de la Première Ligue anglaise, qui dépensent le plus. La Chine a elle aussi acheté des joueurs étrangers à prix d'or pendant plusieurs années. Mais aujourd'hui, les clubs de la Chinese Super League et le gouvernement de Pékin préfèrent créer des centres de formation dans tout le pays. Et en 2030, la Chine ambitieuse de Xi Jinping espère bien accueillir le mondial sur son sol. Pourtant, le football n'appartient pas seulement aux puissants et aux milliardaires. Dans les clubs de quartier ou sur les terrains vagues, il est joué partout et par tous.
Ses supporters les plus ardents sont bien souvent des laissés-pour-compte. Par exemple, en Égypte, en janvier 2011, les fans ultras des deux clubs rivaux du Caire, Al-Ahly et Zamalek, se joignent ensemble aux militants politiques sur la place Tahrir. Aguerris à la lutte avec les forces de l'ordre qu'ils affrontent régulièrement dans les stades, ces déshérités seront en première ligne pour chasser le président Moubarak du pouvoir. Enfin, il y a le football féminin, en plein essor ces dernières années et qui transforme le monde du ballon rond. À l'image de l'américaine Megan Rapinoe, 2 fois championne du monde avec l'équipe des États-Unis et Ballon d'Or en 2019. Une joueuse engagée qui pose un genou à terre avec ses coéquipières pour dénoncer les violences policières contre les Noirs et qui se bat pour l'égalité de salaire entre footballeurs et footballeuses. Voilà pour cette géopolitique du foot. On a parlé essentiellement de foot masculin, même si on l'a dit, le football féminin progresse lentement mais sûrement un peu partout dans le monde. Tournois de plus en plus suivis, nombre de licenciés ES dans les fédérations qui progressent, salaire des joueuses en hausse, même si les différences restent abyssales avec les salaires des hommes. L'occasion de saluer ces pays qui ont déjà franchi le cap de l'égalité salariale: Irlande, Angleterre, Australie, Brésil, Finlande, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas et depuis septembre 2021, les États-Unis, avec des contrats identiques proposés désormais aux hommes et aux femmes qui jouent en équipe nationale. Nous avons préparé cette émission avec Pascal Boniface, dont voici l'un des ouvrages. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.